Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau rendez-vous en direct, la Sedge TV Expert. Nous avons voulu mettre en place un nouveau format innovant qui nous donne l'opportunité d'échanger et de débattre avec vous sur les enjeux auxquels vous êtes confrontés. La transformation digitale touche tous vos métiers et touche votre métier. Ce contexte de changement nous ouvre d'ailleurs des opportunités qui sont formidables. C'est un contexte où le cabinet va devoir se réinventer, repenser ses process, les digitaliser, automatiser la tenue des comptes, revoir la stratégie RH et surtout continuer à soutenir le succès de ses clients. Ce sont ces thématiques que nous allons aborder tout au long de nos rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne émission. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première Web TV qui vous est totalement consacrée. On va parler de digitalisation et on va le voir, la digitalisation, ça ne se limite pas à la numérisation. Cela, le fait de dématérialiser des factures, d'échanger, de stocker des documents, les cabinets d'expertise comptable savent déjà pour la plupart bien le faire. Non, la digitalisation, c'est tout autre chose. Il s'agit de transférer, de recréer les activités traditionnelles du cabinet et d'en inventer de nouvelles en profitant de l'immatérialité des données, du temps réel, de l'instantanéité, de la puissance de calcul et de traitement des machines et des fonctionnalités inédites autour de la communication, alors lesquelles la récupération de fichiers, l'agrégation de documents, l'interfaçage d'applications, les plateformes de collaboration dont on va parler, les relations avec les métiers connexes à l'expertise comptable, etc. C'est donc de ces nouvelles possibilités appliquées à votre environnement professionnel qu'il va être question aujourd'hui. On va le faire en 4 étapes. Un petit sommaire rapide. Donc nous rappellerons le contexte de la transformation digitale actuelle, puis les enjeux qui y sont attachés. Et nous illustrerons ensuite concrètement cela par quelques exemples applicatifs. Et enfin, nous recevrons un invité surprise dont je ne dis rien de plus, sinon c'est plus une surprise. Voilà. Nous sommes en direct, tout près de la place de la République à Paris, ce qui vous permet de participer en recueillant notamment vos questions sur le chat. Les questions, je les verrai s'afficher, donc je pourrai les transmettre à nos invités. Et puis certaines seront effectivement, on répondra directement à certaines d'entre elles. Nous allons également dérouler un quiz qui va vous permettre de gagner des cadeaux sympathiques, des cadeaux que l'on peut voir à l'écran. Voilà, je crois, des cartes Amazon, des box, ainsi que des abonnements à la plateforme e-learning Sedge Club pour 50 utilisateurs. Alors pour gagner facile, il vous suffira d'être très attentive et attentif et de répondre aux 3 questions que je vais poser tout au long de l'émission. Voilà. Tout de suite, je vous propose d'entamer notre premier sujet avec nos invités. Jingle! Nous voilà avec 2 premiers invités. Brigitte Billot, bonjour. Bonjour. Et bonjour Benjamin Mas. Bonjour. Voilà, vous allez être nos témoins, nos grands témoins pour commencer cette première partie. On a fait, juste avant l'émission, on a lancé un sondage. On avait envie de savoir, d'avoir quelques informations sur ce que pensaient justement les experts comptables en matière de digitalisation. Et la première question que l'on a posée, on va peut-être la voir à l'écran, c'est une question sur l'ubérisation. On leur demandait s'ils pensaient que la profession comptable allait se faire ubériser. Alors voilà en gros les résultats. 60% dit oui, 40% dit non. Brigitte Billot, un commentaire tout de suite. Effectivement, 60% des votants ont estimé que la profession allait se faire ubériser. Mais pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu beaucoup de changements en termes de réglementation et puis aussi l'arrivée d'un nouveau phénomène, les cabinets en ligne. C'est né il y a à peu près 10 ans. Le premier était ECL Direct. Et les clients ont découvert une forme d'offre en ligne, totalement packagée, avec une offre très lisible. Deuxième chose, beaucoup de changements dans la réglementation, notamment l'ouverture du capital à des non-experts. Et puis ensuite, on a eu la possibilité de faire de la publicité, du démarchage, tout en respectant les règles de déontologie. Et enfin, Macron 1, Macron 2, pour pouvoir effectuer de nouvelles missions. Et ce sont tous ces événements, ces éléments disruptifs qui ont fait penser ubérisation. Benjamin, concrètement, dans votre cabinet, comment vous voyez arriver ou pas cette ubérisation ? Alors effectivement, c'est une bonne question. Est-ce que les cabinets vont se faire ubériser ou pas ? Oui et non. Oui, dans le sens où effectivement, on est à l'aube d'évolutions majeures qui ont déjà commencé d'ailleurs. Non, dans le sens où on est quand même
très encadré au niveau de l'ordre, au niveau de notre profession, malgré les évolutions récentes. Mais il faut effectivement que l'expert comptable se modernise, et c'est une bonne chose. Il ne faut pas le prendre comme Oui. quelque chose de négatif. Oui. Je vois, j'ai une première question, et le fil est déjà ouvert, il faut en profiter. Je ne sais pas si vous voulez, qui va répondre. On me dit, c'est M. Verger qui me dit, ubérisation, mais c'est déjà largement fait, mais nous n'en avons pas encore vu toutes les conséquences. Un petit commentaire, Brigitte. Certainement, puisqu'aujourd'hui, c'est une partie marginale qui est ubérisée dans la profession, et qu'en fait, ça ne change pas encore la manière de travailler au quotidien et la manière de facturer, donc le business model des cabinets. Donc on n'en est qu'aux prémices. Aux prémices. D'accord. Alors, je sais que vous avez une autre étude, puisqu'on est dans les chiffres, une étude sur les marchés. C'est une étude Xerfi, je crois. Je vais vous laisser Oui. peut-être la commenter et la voir. Premier chiffre, 71% du chiffre d'affaires des cabinets est fait avec des missions traditionnelles autour de la comptabilité et de la tenue. Donc c'est un chiffre quand même qui est assez important. Et deuxième chiffre, on assiste à une concentration du marché. Pourquoi ? Parce que les plus gros cabinets rachètent les plus petits, les plus gros voulant atteindre une taille critique, voulant avoir une couverture géographique et puis acquérir aussi des collaborateurs spécialisés dans d'autres missions pour développer précisément d'autres missions et d'autres segments de marché. Enfin, il faut savoir qu'un expert comptable sur 5 a plus de 50 ans et un sur 6 plus de 60 ans. Donc on est bien dans un phénomène de pyramide des âges de la profession, et donc on assiste à un phénomène de rachat de cabinets, de vente de cabinets. C'est ça, donc il y a une sorte de mécanique générationnelle qui vient en plus, en surcroît, si je puis dire, créer ce mouvement. Sur cette question petit, grand cabinet, je vous propose d'écouter la vidéo, un petit témoignage du cabinet Zouari. On regarde. Je pense que l'entrée de gros cabinets sur notre marché, c'est un élément nouveau. C'est un élément qui, si on ne sait pas le prendre, peut être dangereux. Mais en fait, plutôt que de lever les boucliers et s'en plaindre, je pense qu'il faut tirer de leur façon de travailler des enseignements. Et au contraire, se nourrir de leur démarche. Alors, TPE, PME, les attentes sont en train de changer. Comment ? De quelle façon ? Alors, nous avons, pour avoir un focus sur les nouvelles attentes des TPE-PME, fait une étude avec un cabinet spécialisé GMV, fin décembre 2016, pour mettre en exergue les nouvelles attentes en fait, de vos clients et des TPE. En fait, ils ont souhaité que les experts comptables sortent de la comptabilité, qu'ils s'aillent vers plus de conseils, plus de nouvelles missions et qu'elles leur soient proposées. Enfin, ils ont souhaité un accompagnement parce que la complexité des démarches administratives ne fait que croître et ils ont besoin de leur expert qui est le parfait sachant pour le faire. Et enfin, une simplification des échanges entre le cabinet et ses clients. D'accord. Benjamin, juste typologie de votre clientèle et réaction par rapport à cette segmentation TPE, PME et les attentes. Alors, comme je pense beaucoup de cabinets, on a une clientèle très variée. On a de la TPE, on a des clients un peu plus importants. Et effectivement, on se rend compte que quelle que soit la taille du client, il a des attentes au niveau du digital. Pas forcément les mêmes, pas forcément au même moment, mais il attend de nous d'abord, premièrement, qu'on soit digitalisé, donc qu'on réponde à toutes ces nouvelles normes. Et également, on en parlera peut-être aussi un petit peu après, à cet accompagnement que l'expert comptable va proposer aux clients. Et là encore, quelle que soit sa taille et sa forme. Donc il vous dit équipez-vous mieux, bien, de façon à me consacrer une autre nature de prestation. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va effectivement travailler avec le client la business intelligence, c'est-à-dire qu'on va mettre en place son système informatique avec lui, on va l'épauler, on va l'accompagner, on va aussi l'accompagner pour les problèmes, les questions RH, on verra ça aussi tout à l'heure. On a beaucoup de choses à faire. C'est ça. Avec une idée qu'on retrouvera probablement, c'est la complexité chez vous, la simplicité de notre côté. Tout à fait. On sent que c'est la règle. Ouais, Brigitte, un petit commentaire là-dessus ? Oui, en fait, la complexité est toujours derrière le rideau. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut systématiquement que l'expert comptable explique, simplifie, fournisse tous les outils pour que le chef d'entreprise soit sécurisé et qu'il ait l'impression que c'est simple. Le bon exemple, c'est le bulletin de paye clarifié. Voilà. La complexité est derrière le rideau. Exactement. Clarifié et pas forcément simplifié. J'ai entendu la nuance. Alors, j'ai une première question de quiz à vous poser, car c'est déjà la fin de cette première partie. Cette question, elle est super simple. Je suis sûr que vous avez été très attentif. Vous allez pouvoir y répondre rapidement.
dans quelle ville se trouve le cabinet de notre premier invité, Benjamin Mas, à mes côtés. Évidemment, Benjamin, vous ne faites pas de signe, vous ne faites rien. Donc je la répète, dans quelle ville se trouve le cabinet de Benjamin Mas? Voilà, ça c'est la première question quiz pour se mettre en jambes, si je puis dire. On va lancer tout de suite la partie suivante avec un jingle. Voilà, alors dans la partie suivante, qu'est-ce qu'il y a? On a deux invités qui nous rejoignent. Voilà. Bonjour messieurs. Bonjour. Éric Ribreau, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, et vous avez un cabinet. Et Claude Porlier de Sedge. Bonjour Claude. Voilà, on va voir un petit peu ensemble, on va même voir en détail ensemble les enjeux de la digitalisation des cabinets. Et je vous propose de commencer par les enjeux RH, Claude, avec vous, sachant que dans les enjeux RH, il y a à la fois les enjeux internes, vus à l'intérieur du cabinet, et puis les enjeux externes, vus côté client. Oui, le rôle de l'expert comptable, ce sera d'être le moteur de la digitalisation et du numérique au travers de ses collaborateurs, d'arriver à les persuader que la mobilité, tous ces éléments de digitalisation de documents s'inscrivent dans le futur de la profession. On a cité tout à l'heure des chiffres, 20% des experts comptables ont plus de 50 ans et on a eu 71% de recrutement de collaborateurs au cours de l'année 2016. Oui, c'est ça. Donc là aussi, on parlait de génération tout à l'heure, on voit bien qu'il y a 20% d'anciens, entre guillemets, qui vont devoir convaincre peut-être ou éduquer les fameux 70% de recrutement, lesquels sont peut-être pas encore au fait des derniers écrits, des dernières innovations IT, quoi. Oui, c'est tout à fait le paradoxe, Philippe, de ces éléments, c'est qu'ils vont avoir besoin de faire évoluer les collaborateurs, de les former, de faire évoluer la stratégie, tous les équipements qu'il peut y avoir au sein du cabinet. L'expert comptable va vraiment être le moteur de ce changement. Il va devoir faire former également, se former lui-même, tous les collaborateurs pour avoir des conditions de travail appropriées et avoir les moyens techniques qui s'imposent. Absolument. Alors, je vous propose de regarder le témoignage de quelqu'un du groupe Émergence qui est exactement dans le cas figure que vous décrivez, Claude. On regarde la vidéo. Pour amener les collaborateurs dans cette nouvelle aventure qui est la digitalisation du cabinet, on leur a tout d'abord présenté notre nouvelle stratégie lors d'un lancement au Futuroscope où on les a tous invités pendant une journée. On leur a présenté nos stratégies sur Émergence 5.0, donc sur les 5 années à venir, en termes de digitalisation. Et c'est là qu'ils ont été partie prenante du projet. Le message qu'on essaie de faire passer en interne, c'est si les collaborateurs y croient, les clients y croiront. C'est pour ça qu'on essaie de les mobiliser vraiment à travers des formations qu'on organise en interne sur les logiciels, sur l'actualité des cabinets et de l'expertise comptable. Alors, voilà, c'est clair, hein, Claude, il y a quelque chose qui est en route. Quand on voit cette jeune fille, je crois que le cabinet attractif, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler, quoi. Oui, il va falloir que le cabinet soit attractif, il va falloir qu'il valorise également les collaborateurs qui s'impliquent dans cette transmission, dans cette transition numérique. Il va falloir recruter également, donc il va falloir recruter des collaborateurs de ces générations. Et surtout, il va falloir les fidéliser, il va falloir que ces collaborateurs restent au sein du cabinet. Ce n'est pas le tout de les faire venir, c'est qu'il va falloir les garder pour pouvoir justement continuer cette transmission, continuer la connaissance, ces nouveaux métiers, ces nouveaux savoirs, tous ces éléments-là. Il va falloir que le cabinet devienne vraiment très attractif au regard de toutes ces nouvelles technologies. D'accord. Je vous propose de regarder, toujours dans le groupe Émergence, un autre témoignage d'une autre personne très intéressant. On regarde. Mon rôle au sein du cabinet, c'est d'aider à la transition numérique. Donc c'est vraiment nouveau, c'est accompagner les collaborateurs en interne à utiliser des nouveaux outils au quotidien pour continuer à faire la production et leurs services qu'ils avaient l'habitude d'offrir à leurs clients, mais avec des nouveaux outils. Il y a aussi la partie accompagnement au déploiement de ces nouveaux outils, de ces nouvelles solutions, et leur dire vous allez avoir plus de temps pour vous, on va pouvoir proposer plus de prestations qualitatives au niveau du client, parce que vous allez avoir plus de temps pour l'accompagner en termes de conseils, choses qui n'existaient pas avant.
Voilà, Éric Riveraud, un petit témoignage, un commentaire. Vous avez dans votre cabinet, je sais que vous conseillez beaucoup d'autres cabinets pour qu'ils évoluent vers le digital. Ce type de profil se multiplie, qui ne sont pas des gens de métier, si je peux dire. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a, au-delà des outils, effectivement, il y a la relation effectivement, entre le collaborateur et le client qui est complètement en train de changer grâce à ces outils. Et là, le rôle de l'expert comptable, c'est d'accompagner et effectivement de réorganiser de façon optimale cette relation et pour proposer des offres totalement différentes en fonction des... On s'oriente plus vers les besoins clients grâce à ces nouvelles technologies. Oui, tout à fait. Benjamin, sur les personnes que vous recrutez pour le digital, vous cherchez des profils un peu comme cela, particuliers On essaie d'avoir un petit peu de tout, d'avoir l'esprit ouvert. Donc effectivement, quand on embauche des gens un petit peu plus jeunes, c'est dans leur éducation, dans leur ADN. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé justement une remarque là-dessus en disant un collaborateur jeune, évidemment, a bien plus de facilité avec les outils numériques qu'un expert comptable senior. C'est ce que vous dites. C'est vrai, mais à côté de ça, c'est vrai que les collaborateurs qui sont un petit peu plus âgés ou qu'on fait venir au cabinet un peu plus âgés, pareil, on doit c'est à nous de les motiver, de rendre ça ludique pour qu'ils comprennent que leur travail sera amélioré, sera un petit peu plus agréable, plus sympathique, et qui rentrent exactement dans les mêmes normes, ce qu'on demande que les autres. Éric ? Oui, je voulais rajouter qu'en fait, effectivement, cette nouvelle technologie intéresse principalement effectivement une jeune clientèle, mais je m'aperçois aussi qu'il n'y a pas de profil type. Nous avons proposé au sein du cabinet une plateforme collaborative avec des personnes qui ont un certain âge, qui ont une soixantaine d'années, un chef d'entreprise, et qui aujourd'hui adhèrent et fédèrent complètement à ce processus et avouent en fait enfin trouver des outils qu'il attendait de son expert comptable. Voilà. Peut-être pour se libérer de certaines choses de pénibilité, au fond, ou de répétitivité, des choses en volume. On va voir tout ça dans le détail tout à l'heure. On va regarder les réponses à la deuxième question de notre sondage qu'on avait fait avant l'émission. On va regarder, là, on demande vos clients, on demande aux experts comptables, on vous demande, vos clients vont-ils vous faire accélérer vers la transformation digitale? Est-ce que vous allez y aller à pas forcer? Donc on voit les réponses, voilà, non 57%, oui 42%. Claude, un petit commentaire et puis on va ensuite parler des RH clients, enfin chez les clients. Oui, ça montre, les résultats de ce sondage montrent tout le travail qui reste à faire. L'expert comptable va vraiment avoir une importance primordiale pour l'accompagnement justement de ses clients dans la phase du numérique. Oui. Tout à fait. Là, j'ai une question de Dan qui me dit, est-ce qu'à terme, toute cette évolution n'aura pas comme résultat la disparition du travail non qualifié dans la profession? Vous répondez, qui veut répondre? On peut le dire autrement, est-ce qu'il y a un coût social derrière? C'est une autre façon de le poser. Mais bon, globalement... Alors globalement, nous, ce dont on se rend compte, c'est que, quoi qu'il arrive, les collaborateurs sont préservés d'une façon ou d'une autre. Évidemment que le métier évolue, que leur métier à eux, de façon très précise, évolue également. La saisie évolue complètement, et tous les autres métiers derrière. Et même les collaborateurs qui ont des tâches bien définies depuis un certain temps voient leur habitude évoluer un tout petit peu plus dans le conseil, même s'ils ne sont pas au contact du client directement. Et effectivement, oui, tout le monde évolue doucement au cabinet ou plus rapidement. Oui, chacun à son rythme. Oui, dans tous les services, ce que disait, dans tous les services sur lesquels on peut appuyer, aller de l'avant vers le client, il y a vraiment quelque chose à faire. Et dans tous les cabinets que l'on voit qui ont progressé, qui ont anticipé, qui des fois sont déjà très avancés sur cette offre numérique. On n'a pas vu du tout, on a vu des réadaptations de collaborateurs, des réadaptations pour certains, des transformations. Dire de la casse sociale, non, pas à ma connaissance, on n'en a pas encore vu. Voilà, vous avez une réponse, Dan, à votre question. Autre sujet, alors, qui concerne toujours les enjeux de la transformation, le sujet sensible des modèles économiques. Je vous propose, pour commencer ce thème, d'écouter ce que dit Éric Hainaut dans une vidéo. On regarde la vidéo. Quand on a commencé à parler de digitalisation, la première chose qu'on s'est dit, on ne va pas foncer tête baissée en baissant nos tarifs, mais plutôt réfléchir à quelles sont les conséquences en interne sur les marges, sur le développement, sur le ressenti du client, entre guillemets, si on lui met un nouveau produit, est-ce que d'un seul coup, il veut forcément avoir un prix moins élevé? Mais on a fait le pari de ne pas baisser nos tarifs. On a fait le pari de dire on va vous offrir plus
pour le même prix et faire en sorte que les collaborateurs aussi ils évoluent en ayant à offrir plus de compétences et moins de compétences basiques, des compétences développées et moins de compétences basiques auprès des clients. Aujourd'hui, ça passe très très bien. On a même réussi à augmenter quand même un petit peu nos tarifs quand on est passé d'une formule classique à une formule numérique auprès de certains clients. Voilà, c'est clair, ça sonne bien hein, quand on entend comme ça. J'ai envie de me tourner vers vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche, cette transformation des modèles et peut-être qu'est-ce que vous faites chez vous, si ce n'est pas indiscret? Benjamin? Alors oui, effectivement, ce qui vient d'être dit est très vrai. Maintien des marges, modèle économique qui évolue. Alors d'abord, revenir un petit peu à la base. Pour tous nos confrères, le modèle économique doit se réfléchir à chaque instant. Et ce que nous, on fait au cabinet, ce que moi je fais personnellement, et c'est ce qui est bon pour chaque chef d'entreprise, c'est de poser du temps chaque semaine, de vraiment le définir comme un rendez-vous qu'on pourrait avoir avec un client pour ne pas l'éluder, d'1 heure, 2 heures, voire 3 heures, toutes les semaines à un moment fixe, pour réfléchir au court terme et au moyen terme, de façon très précise, tester des nouveaux outils qu'on n'a pas le temps de tester, faire du benchmarking, aller voir sur Internet ce qui se passe avec justement les nouveaux cabinets, voir ce qui se passe sur les cabinets anglo-saxons ou même à l'étranger, les outils qu'ils utilisent, et ça nous donne des idées de façon très très concrète qu'on peut mettre en place assez rapidement. Donc de la veille, un peu d'intelligence, et regardez, Eric, même question, et la question du modèle économique, on entendait tout à l'heure les prix qui bougent, mais on n'a pas peur de les monter sur des prestations à valeur ajoutée? Non, au contraire, cette démarche en fait, au niveau du digital permet de gagner en amont effectivement un certain nombre de temps et pour mettre à profit, pour restituer l'information. Et là, on a une vraie demande auprès de nos clients qui sont très demandeurs effectivement d'indicateurs, de restitution d'informations traitées dans le pilotage d'une entreprise, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la taille effectivement de ce client. Donc au contraire, je pense qu'il y a une mutation dans la relation, il y a une mutation dans le traitement de l'information. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, la guerre vers le low cost, c'est un faux débat. Et au contraire, c'est très piégeux et il ne faut surtout pas, à mon sens, s'orienter vers ce genre de démarche. Ou alors en toute connaissance de cause. Ouais, c'est ça. Pas se laisser glisser dedans, c'est ça que vous voulez dire. Brigitte, sur les modèles économiques, que peut-on dire? On va parler de modèle économique concrètement, comme vient de le faire Eric Hainaut. Et en fait, il faut resituer aujourd'hui l'enjeu des cabinets comptables. C'est-à-dire qu'on a un chiffre d'affaires qui stagne ou qui décroît, mais des marges aussi qui s'érodent. Et l'enjeu là, alors que les honoraires de succès ne sont pas encore d'actualité, que le CICE qui va s'arrêter va également avoir un effet sur le résultat net, il faut donc croître sur un marché de plus en plus concurrentiel. Donc pour ce faire, il y a deux choix. Développer le champ des possibles avec des nouvelles missions, et là Macron 2 a ouvert le chemin, ou bien développer sa clientèle. Et donc on va procéder en choisissant en fait son champ de bataille, ce qu'on veut faire. C'est ça. En gros, on parle de stratégie marketing, là, si je vous écoute. Je ne sais pas si c'est un gros mot dans votre profession. Peut-être pas. Surtout pas. Surtout pas. Donc, vous confirmez. Alors, le champ de bataille, en fait, c'est le positionnement du cabinet. Faire une analyse de son portefeuille client, le segmenter, voir quel client clairement rapporte le plus sur des missions données, voir où on est compétent, voir où on a des niches de développement, de façon à pouvoir développer ces missions-là pour mettre en exergue cette compétence du cabinet. Il faut donc faire évoluer, pour ce faire, son offre et son organisation. Certains clients vont rester dans un modèle classique de facturation, parce que tout le monde ne peut pas changer, mais d'autres vont évoluer vers un autre mode de facturation. Pourquoi ? Parce qu'on aura réorganisé les tâches. Je pense là au coworking, au travail partagé, voire à l'outsourcing, puisqu'on aura pu aussi faire du offshore et déléguer. Donc, la chance aujourd'hui des cabinets, c'est d'être des cabinets entreprises et de pouvoir se servir des outils de l'entreprise. Adapter son organisation à sa stratégie, segmenter son offre dans un catalogue où l'offre va être lisible avec un tarif clair en termes de pricing aussi et de contenu. Enfin, se servir de tous les outils d'aujourd'hui, c'est-à-dire notamment du marketing digital. Pourquoi ? Parce que grâce à la sphère numérique, on va pouvoir pousser du contenu et mettre en avant ses savoir-faire. Tout à fait. Alors, vous m'avez dit surtout pas, c'est pas un gros mot, la stratégie marketing. Pourquoi ? Alors, la stratégie marketing, comme on vient de le dire, comme tu viens de le dire, si précisément, nous sommes une entreprise avant tout. Un cabinet, c'est une entreprise. Et donc la stratégie marketing, comme n'importe quelle entreprise, doit être au cœur de notre considération.
De façon très simple, nous devons de mettre en place, par exemple, un réseau, de faire en sorte que l'expert comptable caméléon qui existait il y a 20-30 ans, qui était capable de s'adapter à toutes les situations, n'est pas forcément l'idéal aujourd'hui, même si, pourquoi pas, mais il est vrai que la spécialisation est beaucoup plus simple aujourd'hui grâce au digital, grâce à la numérisation, le fait de segmenter proprement, de se spécialiser dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on aime faire, d'apporter à nos propres clients une expertise pointue avec nos confrères. On le fait tous les jours dans nos cabinets et le client en est très satisfait. Oui. Eric ? Alors, moi, aujourd'hui, ma plus grande difficulté, c'est en termes de marketing, effectivement, on a nos éditeurs, et merci à nos éditeurs historiques, on a un certain nombre d'outils aujourd'hui. Je ne sais pas où est la vérité, je ne sais pas, mais je crois que chaque outil peut être une proposition en fonction du profil du client, en fonction du besoin client. Il n'y a pas de solution idéale qui est censée répondre à l'ensemble, effectivement, des demandes. Et c'est à nous, effectivement, avec les outils dont on a aujourd'hui la disposition, de proposer une offre en adéquation avec nos compétences, nos spécialisations, et puis les besoins du client, bien sûr, toujours dans un souci, effectivement, d'optimisation de cette relation clientèle. Avant de refermer le sujet du modèle économique, je voudrais vous lire une remarque de Béatrice qui vient d'arriver sur le fil. Je sais que vous allez y être sensible, Benjamin. Béatrice dit « Je pense que d'ici 5 à 10 ans, la tenue de compte sera gratuite et il faudra se tourner vers des missions à forte valeur ajoutée. » C'est un peu le tabou, ça. On a dit combien ? 71% du chiffre d'affaires qui est réalisé peu ou prou sur ce business. Donc là, on parle bien d'un renversement, d'une révolution du modèle économique. C'est votre dada, ça. Alors, je vais vous lancer, mais doucement. Allez-y. Alors, merci à Béatrice qui... oui, effectivement, on travaille dessus au cabinet avec évidemment nos fournisseurs d'offres également. La comptabilité gratuite, qui paraît un petit peu brutale, c'est le devenir de notre profession en quelque sorte, à court terme ou à moyen terme. De la même manière que dans la téléphonie mobile, on payait très cher des minutes il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, la voix, les minutes, c'est-à-dire que le propre du téléphone est gratuit. Aujourd'hui, la voix est gratuite. Par contre, on nous facture de la valeur ajoutée et je ne pense pas que les opérateurs y perdent réellement. Ils se sont modifiés. Nous, en cabinet, c'est la même chose, c'est-à-dire que demain, la saisie sera quasiment complètement automatisée. Ou complètement automatisé. On va en parler dans pas longtemps. On en parlera. Par contre, nous, derrière, on a énormément de choses à proposer, surtout vu le temps qu'on va gagner. Et évidemment, l'idée, comme on le disait tout à l'heure, c'est que chaque collaborateur s'y retrouve une valeur ajoutée à proposer au sein du cabinet et nous pour le client. Exactement. Pas de commentaires sur cette question de Béatrice. Sinon, on va regarder le dernier enjeu avec vous, Claude. C'est celui qui est lié à la transformation du processus, la façon de travailler. Hein. Oui, les processus vont bien évidemment évoluer. Et ils ont déjà commencé à évoluer, puisque au travers des lois, on disait loi Macron 2 tout à l'heure, la loi Macron 2, n'oublions pas qu'il y a une grande part de numérique à l'intérieur, puisque depuis le 1er janvier 2017, toute personne qui facture à l'administration doit le faire sous format électronique. L'État, d'ailleurs, pense économiser 735 millions d'euros à ce niveau-là, en traitement comptable digitalisé, par l'occurrence. Et pour toutes les TPE, PME et micro-entreprises, on ira entre 2018 et 2020 sur ce schéma-là. Deuxième loi qui a également mis les éléments en avant, c'est la loi travail de Myriam El Khomri, qui va obliger en réalité la digitalisation du bulletin de paye et la mise en place en réalité de supports électroniques de bulletins. Pas oublier que quand on regarde bien, la France, c'est 15% aujourd'hui de bulletins dématérialisés. À titre d'exemple, l'Allemagne, c'est 95% et nos amis anglais, c'est 75%. Bon, là, on est sur un effet de rattrapage, notamment la loi El Khomri qui va généraliser au moins en mode par défaut. Par défaut, complètement. Oui, tout à fait. Donc le cabinet, devant ces enjeux, au niveau des procédures, il va devoir déjà réviser un petit peu son matériel informatique. On parle des logiciels, mais on parle également de toutes les structures matérielles, les réseaux également. Est-ce que j'ai les débits suffisants? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut en termes d'équipement, en réalité, pour répondre à ça? Tout ce qui va lui permettre, en réalité, de passer d'un mode classique, comme on le connaît depuis longtemps, à un mode purement collaboratif. Il va mettre en place une plateforme collaborative, donc portail, plateforme, après
la terminologie fait que on va lui donner un nom plutôt qu'un autre, hein, pour pouvoir publier en réalité des indicateurs à ses clients. Et un fait qui est nouveau également et qui rejoint ce que disait un peu Benjamin, c'est qu'il va falloir également comprendre au niveau des cabinets que l'on va pouvoir donner des indicateurs alors que la comptabilité n'est pas tenue et qu'on va le faire d'après en réalité des documents électroniques. Et ça, c'est un petit peu une nouveauté sur la profession. Et le gros travail des cabinets à cette mise en place, ça va être de régler le curseur. Hein, on disait tout à l'heure, un petit client, qu'est-ce que je vais lui proposer? Il va falloir trouver où est le bon curseur par rapport à sa clientèle et après sa segmentation pour dire celui-là, je mets le curseur jusqu'à tel niveau et celui-là, je vais le mettre un petit peu plus loin. C'est ça. Donc vous voilà dans le KYC, Know Your Customer, c'est ça, comme on dit dans le marketing. Hein, ça, vous reconnaissez le truc. Un petit témoignage, comment vos process vont évoluer ou pas, vos process de travail en interne avec la digitalisation? Écoutez, il y a une vraie mutation effectivement au sein des cabinets. Hein, et c'est toute la problématique aujourd'hui, hein, c'est d'orienter cette mutation, travailler différemment. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui. Hein. Effectivement, le frein qui est au niveau du personnel, c'est cette peur du changement. La crainte aussi des collaborateurs de dire jusque-là j'avais une vraie fonction et aujourd'hui c'est une remise en question de sa fonction, alors qu'il y a tellement, nous on est là aussi pour rassurer le collaborateur, il y a tellement de choses à faire indépendamment du traitement de l'information, on est dans une organisation totalement différente. Donc voilà, donc notre rôle effectivement c'est de rassurer, c'est d'accompagner, alors accompagner aussi avec le client parce qu'il y a aussi une formation en interne, il est clair qu'il faut accompagner nos collaborateurs, mais aussi au niveau client, il faut ne pas négliger aussi cette connexion entre le collaborateur et le client et souvent il faut aller aussi accompagner le client dans cette démarche digitale. Benjamin, process? Oui, alors pour nous, c'est très très légèrement différent. Vous êtes quasiment des digital natives. Voilà, c'est ça. Ok, c'est ce que vous allez dire. Le cabinet a été créé il y a moins de 6 ans, donc on s'est créé complètement en digital. Les nouveaux collaborateurs ont directement été dans ce bain-là. Mais malgré tout, c'est quand même très intéressant d'appuyer sur le fait que même si on démarre en digital avec des outils qui sont complètement adaptés et autres, qu'on est complètement dématérialisé, il ne faut absolument pas se faire l'économie de ce benchmarking quotidien. Tout évolue très très vite et aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes outils qu'il y a 5 ans, alors qu'on a commencé en digital. Ouais. C'est intéressant. Avant de filer sur le sujet suivant, je retiens une question qui va vous faire réagir. J'ai beaucoup de questions, donc je vous remercie, c'est très sympa, j'essaie de les prendre un peu au fil de l'eau. La formation des experts comptables est avant tout technique, mais pas assez management pour en faire de vrais chefs d'entreprise. Me dit bonjour, c'est comme ça qu'elle s'est appelée, bonjour. Elle aurait pu s'appeler autrement, mais c'est bonjour. Ou il aurait pu s'appeler autrement. Donc, c'est vrai que cette balance entre l'expert comptable prosélyte de la digitalisation et quelque part exemplaire en matière de connaissances technologiques et l'expert comptable manager de ses équipes, et là il y a du change management, on l'a dit tout à l'heure, cette balance ne doit pas être évidente à trouver. Alors quelle est la formule? Est-ce qu'il y a une martingale pour bien équilibrer tout ça? Alors, je dirais que ce n'est pas réservé exclusivement au monde de l'expertise comptable. Oui, je crois que toute entreprise, effectivement, on est formé une technicité dans nos différents métiers et que le management, en fait, on s'improvise un peu manager. En tout cas, on apprend plutôt dans la formation continue plutôt que dans la formation initiale. Et c'est tout le challenge. Moi, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas trop de recettes dans le management. C'est effectivement, mais c'est tout l'enjeu et l'intérêt et le danger aussi dans l'entreprise, c'est ce management. Et voilà, donc, mais c'est assez compliqué, effectivement, et c'est cette dimension humaine qu'il faut... Ça reste, avant tout, le digital, ça reste des outils, et il ne faut pas oublier l'humain derrière, qui reste essentiel dans la démarche. Voilà. Ok, alors j'ai une autre question, je la prends tout de suite également. C'est une question qui est liée au fait des outils et qui concerne effectivement Claude. On me dit, ok, mais est-ce que le cabinet ne va pas perdre ou se fragiliser en matière de sécurité des données en particulier, avec cet empilement de technologies au fond? C'est vrai qu'on peut imaginer que plus on empile les technologies, plus on est fragile en termes de sécurité des données. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette personne? Il y a plusieurs risques en termes de sécurité. C'est le cabinet Bex qui pose cette question. Merci, bon, cabinet Bex. Merci. Il y a plusieurs choses au niveau de la sécurité. Il y a la sécurité des données qui sont au sein du cabinet.
Donc c'est là où il va falloir également faire un audit de sécurité, vérifier qu'on ait bien une redondance, qu'on ait bien des systèmes de sauvegarde qui fonctionnent. Et puis l'un des plus gros risques que l'on anticipe souvent, c'est l'intrusion. C'est des gens qui ne sont pas autorisés à aller sur une plateforme collaborative où on va avoir quand même des données qui sont des données de dirigeants d'entreprise ou de collaborateurs d'entreprise, si on parle de la paye. Donc pour ça, aujourd'hui, c'est des systèmes qui vont être gérés en réalité par des identifications SSO, qui aujourd'hui est ce qui se fait de plus sécurisant en termes de tentatives d'intrusion ou d'usurpation en termes de la personne qui va rentrer en réalité à l'intérieur du site. Mass Expertise, comment vous le sécurisez? Puisque vous êtes digital native, vous avez commencé par des outils. Je suppose que ça a été quand même une préoccupation de fond, quoi, ça a été de toutes les minutes. Quoi. Tout à fait. Une préoccupation au niveau de la construction. D'abord, faire un petit parallèle. Dans les industries automobiles, quand on a commencé à mettre des nouvelles technologies dans les véhicules, tout le monde se disait les véhicules ne tiendront pas. On va passer notre temps à les réparer. Elles vont passer leur temps à tomber en panne parce que l'électronique ne marchera pas. Ça a été vrai pendant un laps de temps très court. Oui. Très court. Le temps de la SM de Citroën, pour les anciens. Voilà, non, même chez les modèles allemands, on a eu la même chose. Mais aujourd'hui, on voit que le taux de panne est nettement inférieur au taux de panne des véhicules dans les années 70, par exemple. Et que, oui, effectivement, le métier du garagiste, lui, a complètement changé. Ça, c'est sûr que, voilà, nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne sécurise plus notre information de la même façon. Je n'ai pas de statistiques, mais je ne suis pas complètement sûr qu'on soit moins sécurisé aujourd'hui qu'à l'époque où on avait du papier qui pouvait être perdu. On dit toujours, ou brûlé. Voilà, brûlé, des ordinateurs qui étaient perdus. Aujourd'hui, moi, un ordinateur qui est perdu, on l'efface à distance. Il ne contient plus rien. Voilà. Donc, oui, il y a un risque, c'est vrai. Comme il y en avait un avant, il y en a toujours un. Il faut se sécuriser. Chez Mass Expertise, on est très sensible à ça. On a constamment 3 sauvegardes, minimum. Une sauvegarde instantanée dans le cloud, une sauvegarde toutes les semaines dans le cloud et une sauvegarde matérielle qui n'est pas au bureau également. D'accord. Et parfois, on met même sur une autre zone tellurique, on ne sait jamais, selon les régions. Mais c'est une autre zone quand même. Un petit commentaire sur la sécurité. Oui. Écoutez, moi, depuis 2012, je suis en solution daemon sur tous mes outils. Donc, je n'ai plus de serveur. C'est un vrai débat dans la profession. Est-ce qu'il faut garder ces données ou accepter d'héberger des données ailleurs? À partir du moment où vous avez sur vos propres serveurs effectivement une connexion vers l'extérieur, vous avez ce risque, vous êtes exposé à ce risque d'intrusion. Mais le prestataire, lui, a des garanties à votre égard. Et je pense qu'effectivement, le prestataire a sûrement la compétence et les moyens financiers, au-delà des biens, pour garantir ce niveau de sécurité. Mais c'est un vrai débat au sein de la profession qui fait débat. Depuis combien d'années vous avez fait ce choix? Depuis 2012. Depuis 2012, je suis en... Alors, c'est pratique, j'ai pu m'embêter avec les problèmes de sauvegarde, les problèmes de mise à jour. Il me faut juste... Ma seule problématique, c'est d'avoir une bonne connexion. Voilà. Mais sinon, je peux me connecter n'importe où dans le monde même, à n'importe quelle heure. Et ça, je trouve que c'est confortable. Chaude, enfin pas d'alerte d'intrusion. Et pour l'instant, je vous dis avec le recul, effectivement... Toucher du bois, regardez, il y en a plein. Effectivement, il ne nous est rien passé, au contraire. Super. Alors, lorsqu'on parle de sécurité, on entend souvent un mot qui est très à la mode, qui est le mot blockchain. Alors, on a demandé à un spécialiste, en l'occurrence Luc Mathieu, de nous dire si la blockchain était une solution sécuritaire, notamment pour la profession des experts comptables. On regarde Luc Mathieu. Aujourd'hui, quand on parle du numérique, quand on parle des réseaux sociaux, quand on parle du collaboratif, malheureusement, on apporte aussi des notions d'usurpation d'identité. Par exemple, et grâce à la blockchain, on peut apporter une approche qui garantira l'identité numérique des personnes et donc également des échanges. Voilà, on en sait un petit peu plus sur la blockchain. Il y a vraiment en ce moment énormément de publications. Vous pourrez éventuellement aller lire tout ça. Il est temps maintenant de poser la deuxième question de notre jeu quiz. Alors je vais la poser, elle est un peu plus subtile que tout à l'heure, si je puis me permettre, Benjamin, ça paraît de vous. Donc je vous la pose. Un grand nombre de cabinets ont recruté en 2016. Dans quelle proportion ont-ils recruté? 28%, 57%, 71%, je pense que vous voyez la question à l'écran. Je vous le répète à tout hasard, un grand nombre de cabinets ont recruté en 2016. Dans quelle proportion? Vous avez 3 choix, 28, 57 ou 71%. À vous de jouer. Il est temps de passer à la troisième partie de cette émission. Jingle.
y va. Pour lancer cette thématique, on a la troisième question de notre sondage super exclusif. On l'a fait uniquement pour nous, avec les questions qui nous allaient bien. C'est une question sur la robotisation de la tenue des écritures. Est-ce que cette robotisation est réaliste, est possible ou pas du tout? Là, nous avons un plébiscite en faveur du oui. On est, je crois, à 89% de oui. 11% de non. Il y avait des questions sur le fil qui parlaient de ça également tout à l'heure. On y a fait allusion ensemble. Oui, messieurs, à 90%, la robotisation de la tenue des écritures comptables est possible. Vous, qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question, messieurs? Alors, c'est presque une provocation, la façon dont je le demande. J'aurais répondu la même chose, effectivement. Je crois que c'est le processus est irréversible et on s'oriente vers ce genre effectivement, de pourcentage à très court terme. Benjamin, même chose. C'est plus que possible. Oui. Alors, la robotisation, Brigitte, on en parle avec vous. Il y a 3 segments, en gros. Oui. Alors, dans la robotisation, on peut aborder 3 sujets. L'acquisition des données, le traitement qui va en être fait au cabinet, donc l'analyse, et ensuite la restitution des données. D'accord. En termes d'acquisition, tous vos clients, les clients des experts comptables sont différents, donc on va avoir des manières différentes d'acquérir les données. La première, bien connue, votre expert comptable a équipé un cabinet, a équipé une TPE, et la TPE fonctionne avec un logiciel de compta ou de GESCOM. Et donc le cabinet va récupérer des écritures, des documents provenant de ce logiciel. Et là, ce sont les connecteurs entre les solutions logicielles et la solution de production du cabinet qui vont permettre une partie de robotisation. Deuxième chose, la TPE a des factures. Elle peut aujourd'hui, avec ses factures numérisées, faire un glisser-déposer sur le portail du cabinet pour que les écritures comptables soient également générées automatiquement en récupérant ces métadonnées. D'accord. Dernier point, le web scrapping. Le meilleur exemple, ce sont les flux bancaires. Aujourd'hui, très facilement, la TPE vous envoie, par le biais d'un web scrapping, toutes les écritures, tous les mouvements bancaires, de façon à ce que ça s'intègre également automatiquement dans le logiciel de production. D'accord. Maintenant, parlons de l'analyse, puisqu'on a parlé de la partie amont. Maintenant, on est à la partie un peu plus aval. On a donc récupéré toutes ces informations facilement, de façon robotisée, dans l'outil de production du cabinet. L'expert comptable va mener à bien ses tâches, c'est-à-dire établir des bulletins de paye, c'est-à-dire faire des déclarations sociales, générer des états de gestion et bien sûr faire des bilans et des comptes de résultats. Tout ceci facilement grâce à toutes ces récupérations automatiques. Mais c'est une seule partie de la vision de ce que fait en analyse le cabinet, parce qu'aujourd'hui, il peut également analyser son cabinet, la manière dont il pilote son cabinet, avec des indicateurs de performance, des rappels et alertes. Et c'est ce qu'on appelle la BI intelligence, mis au service du cabinet, pour, grâce à toutes les bases de données, ressortir des éléments d'analyse pour le cabinet. C'est ça. Alors, quand on parle de BI, on parle de l'analytics. Quand on parle d'analytics, on parle d'intelligence artificielle. Alors, on voit qu'il y a une espèce de surenchère vers l'intelligence, entre guillemets, et l'analyse automatique. On parle de chatbot également. Les chatbots, ce sont des agents conversationnels, pour le dire à peu près en français. Donc, cette IA, elle offre des possibilités, y compris pour les cabinets experts comptables. On va regarder ce que pense notre spécialiste Luc Mathieu de l'IA pour les experts comptables. L'application des chatbots peut aller beaucoup plus loin. La saisie comptable, oui, mais également toutes les transactions que nous pouvons faire, puisque ça peut aller aussi vers la gestion de la relation client, mais également la restitution statistique ou plein d'autres usages liés au chatbot, mais la gestion comptable est un bon exemple. Alors, j'étais en train de lire une question pendant ce témoignage qui vous concerne, Benjamin. J'en ai même 2 ou 3 d'ailleurs qui posent à peu près toutes la même question. Vous avez parlé de vos outils de cabinet comptable digital native, pour le dire en français. Alors, on me demande quels outils. On n'est pas là pour citer de marque, mais peut-être quelle catégorie d'outils vous utilisez. Alors, d'abord, ce qu'il faut, c'est être à l'aise avec ces outils. Donc, comme on l'a dit au début, c'est avoir le temps de faire des tests avec différents types d'outils, ce qui nous convient le mieux, ce qui peut le mieux être réexpliqué au client et ce avec quoi le client est à l'aise. Donc ces histoires de, par exemple, boîte de dépôt à distance dans le cloud pour pouvoir récupérer toutes les factures, créer sa GED, sa gestion électronique des documents, que ce soit avec nos fournisseurs, que ce soit avec des solutions un petit peu plus simples, voire simplistes, peu importe, à partir du moment où le cabinet est à l'aise avec et qu'il arrive à faire en sorte que le client est satisfait et que ça apporte une vraie valeur ajoutée, ne pas hésiter à faire des tests, à tester. On a des offres. De la veille et des tests. On a entendu votre message, c'est très important. On revient sur notre élément de robotisation
Après l'acquisition, l'analyse, Claude, la restitution. Oui, une fois qu'on aura collecté, quel que soit le vecteur de collecte de ces informations, on en fait quoi? Donc il va falloir que, là aussi, au niveau des outils, on ait des outils de portail sur lequel on va pouvoir faire une JET partagée, donc sur lequel l'expert comptable va pouvoir faire remonter des documents, donc qui peuvent être des documents de bulletin de paye, des documents salariés, donc même avec des accès pour les salariés, des documents juridiques, des documents fiscaux. Et quand on dit JED partagé, c'est également le client va pouvoir mettre à disposition du cabinet, à l'intérieur de ce JED, les documents pour pouvoir alimenter le dossier de l'entreprise. On va avoir ces JED, ces partages, on va pouvoir faire de la gestion d'événements. On peut même envisager de publier des informations fiscales, juridiques, pareil, très ciblées vis-à-vis du client, puisqu'on a segmenté notre clientèle. Un artisan, je vais lui envoyer les taux qui peuvent le concerner pour sa retraite, etc. Tout ce genre de choses va être envisageable. On va passer la plateforme en réalité numérique du cabinet, ça va être un premier pas vers le marketplace. C'est ça. Là, marketplace, c'est pas un gros mot, c'est clairement quelque chose qui se décide comme le futur, en fait. Hein. On va bien sûr terminer avec ça. Je vous propose, à propos de futur, d'écouter ce que dit Eric Hainaut sur ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire. Eric Hainaut. Le cabinet en 5 ans, comment on se voit? On ne se voit plus être un cabinet d'expertise comptable à proprement parler. On se voit plutôt être une plateforme multiservice et qui offriront des prestations différentes qui ne seront plus de la saisie comptable. Mais par exemple, on a commencé à développer un service à la personne, le courtage en assurance, puisque maintenant c'est autorisé, la domiciliation d'entreprise. On verra ce qu'on fera par la suite, mais notre objectif, c'est d'être une plateforme digitale qui va pouvoir offrir plein de choses pour accompagner soit l'entrepreneur, soit le particulier. Voilà, écoutez, on a une idée assez précise et de manière explicite ce qu'un portail collaboratif peut donner dans un futur proche, je vais y arriver. Il est temps que nous passions à la conclusion de cette émission, mais avant la conclusion, que nous recevions, il est déjà arrivé sur le plateau, notre invité surprise, Jingle. Alors, Benjamin Mas a laissé sa place. Nous le remercions et nous vous accueillons Alexandre Dill du cabinet Lowint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un cabinet, mais vous n'êtes pas un cabinet expert comptable. Donc, il va falloir vous présenter puisque vous êtes surprise. Eh bien, très bien. Un chauve remplace un chauve. Nous sommes effectivement un cabinet d'avocats. Dans un environnement de droit des affaires, c'est très compatible et cohérent avec le monde des experts comptables. Nous sommes principalement spécialisés en nouvelles technologies. Et nous accompagnons les entreprises dans le milieu du droit des affaires, donc ça veut dire levée de fonds, structuration, tout ce que les experts comptables comprennent très bien, et nous travaillons en cohérence avec les experts comptables depuis 15 ans déjà. Voilà, très bien. Alors, si je vous ai demandé de venir, Alexandre, c'est parce que je voudrais que vous nous témoigniez le fait de l'évolution des cabinets experts comptables en matière de digitalisation. Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les cabinets d'avocats en matière de digitalisation? Où est-ce qu'ils en sont, en gros, aujourd'hui, histoire d'avoir un comparatif? Alors, la digitalisation a commencé il y a près de 15 ans, en réalité, déjà, lorsque, en fait, les technologies d'Internet ont commencé à connaître des technologies suffisamment importantes pour pouvoir permettre des transmissions de données assez efficaces. Et aux alentours de l'an 2000, globalement, les premiers cabinets, les grands cabinets, ceux qui avaient les moyens, les Big Five à l'époque, les grands cabinets, genre Gilles Lorette Noël, ont commencé à travailler sur des structurations de communication avec les clients autour de relations totalement dématérialisées. C'est-à-dire qu'en gros, on avait une possibilité de communiquer par email en 2000, et surtout d'avoir ce qu'on appelait de la GED, gestion électronique de la document, autour d'espaces dédiés aux clients, avec un accès sécurisé. Ça date d'il y a 15 ans. Évidemment, les grands cabinets ont tracé la voie, les autres ont ensuite suivi. Et assez rapidement, la méthodologie qui consiste à travailler avec les clients autour d'email est devenue totalement naturelle, à un tel point que je suis incapable de vous donner mon numéro de fax, par exemple. Oui. Et qu'aujourd'hui, il est évident qu'il n'existe plus d'avocats, en tout cas de notre génération, on va dire, qui ne travaillent pas sans email. La GED est devenue naturelle, l'échange par Dropbox ou associé ou Box.net est devenu tout à fait légitime, de telle manière qu'aujourd'hui, la dématérialisation n'est pas un fantasme, c'est une réalité.
à tel point qu'en fait, la matérialisation de la relation n'existe plus en réalité. On se voit parce qu'on a une relation humaine, encore et Dieu merci, on va le continuer comme ça, mais on échange des documents, on échange des infos par voie dématérialisée. Dans les nouveaux outils que vous utilisez, par exemple, moi j'ai vu des cas d'outils d'analyse sémantique, par exemple. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, c'est un sous-domaine en réalité. C'est déjà courant, ou bien ce sont vraiment les gens les plus en pointe qui font des recherches de cette nature-là, type analyse sémantique, notamment pour les jurisprudences, etc. Alors effectivement, il faut reconnaître les choses. Les cabinets anglo-saxons, une particularité, c'est d'avoir une avancée qui vient des États-Unis, où il y a une certaine habitude, grâce d'ailleurs aux éditeurs de recueils de jurisprudence, de travailler sur des aspects sémantiques, d'avoir totalement digitalisé les recherches de jurisprudence, qui concernent quand même des milliers de décisions par pays et par année, ça fait beaucoup. Et il faut savoir que ces cabinets anglo-saxons, les gros, ont les moyens, quand je dis les moyens, c'est des centaines de milliers d'euros chaque année, juste dans ces technologies, de pouvoir investir afin de pouvoir effectivement peaufiner les recherches et avoir des résultats de meilleurs. Bon, quand on est extrêmement spécialisé, comme c'est le cas de l'OINT, mais comme c'est le cas de beaucoup d'autres cabinets, en fait, on connaît les jurisprudences parce qu'en fait, tout bêtement, on connaît les acteurs. C'est ça, en permanence. Voilà, les acteurs, les avocats, les entreprises, on les connaît. Donc en fait, les jurisprudences, on les connaît parce qu'on est plus ou moins mêlés. On n'a pas besoin de recherche sémantique, on connaît les gens. Vous voyez, il y a toujours l'aspect humain qui rentre en compte. On n'a pas besoin, mais effectivement, lorsqu'on est pluridisciplinaire, comme le sont ces grands cabinets anglo-saxons, ces grands cabinets français, ces outils deviennent indispensables. Aujourd'hui, des grands cabinets comme Gilles Laurette-Noël, qui est la référence française, c'est pour ça que j'en parle, disposent effectivement d'outils de ce type-là aujourd'hui. Est-ce que si on peut s'arrêter sur les plus petits, les plus modestes cabinets, parce qu'effectivement les très grands on voit bien, leur culture en matière de digitalisation est avérée, ou bien ils sont un peu comme les experts comptables en train d'apprendre en avançant, quoi? Alors je pense que ça dépend sincèrement de l'activité de nos clients. C'est assez étonnant. Ça, c'est intéressant. Je parlais hier soir, voilà, je vous raconte ma vie, je parlais hier soir à un brillant avocat, quelqu'un d'extraordinaire, mais qui vend des restaurants depuis toujours. Ça fait 40 ans qu'il vend des restaurants. Bon, il est moins digitalisé que moi qui n'ai recruté que des doubles profils informaticien-avocat. Évidemment. Tous les professionnels de l'OINT ont une double compétence, on sait coder, on a fait des sites internet. Évidemment, on n'est pas dans la même culture digitale que cet avocat brillant qui n'a fait que des fonds de commerce de restaurants toute sa vie. Donc finalement, on est vraiment contaminé par les activités de nos clients qui nous poussent à aller plus loin dans la technologie. Et j'ai certains de mes confrères, de mes concurrents, mais des brillants confrères qui vont tellement loin qu'eux-mêmes font expérimenter leurs propres besoins auprès de leurs clients en version bêta sur des choses qui n'existent pas même dans le milieu de l'entreprise. Donc on arrive à des situations d'expérimentalisation de la digitalisation des cabinets d'avocats poussées à l'extrême dans les petites PME, dans les petits cabinets. Très intéressant. Alors, un petit commentaire, Brigitte, Eric? Oui, il est clair qu'effectivement, il y a une culture effectivement du digital, vous avez raison de le souligner, mais en tout cas, quand on propose ce genre de démarche aux clients et quand ils ont goûté effectivement au confort et aux possibilités que ça offre effectivement cette démarche-là, je crois qu'ils ont envie d'aller plus loin et ils rentrent aussi eux-mêmes dans cette démarche-là. Donc là, il y a vraiment un échange intéressant et puis tout le monde y trouve son compte, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, je parlais d'analyse sémantique tout à l'heure, mais j'ai beaucoup de questions sur le data analytics. Donc, est-ce qu'il y a des missions à imaginer? Est-ce que ça peut ouvrir de nouveaux marchés? Comment, dans la profession des avocats, le data analytics, c'est quelque chose qui est courant ou pas? On commence à générer du business, et peut-être chez les experts comptables, je vous demanderai si vous avez une idée. Alors, chez les avocats, c'est encore extrêmement marginal, pour d'abord des raisons de confidentialité des données. On reste malgré tout, à l'instar des banquiers ou des médecins, couverts par un secret professionnel. Donc pour être très clair, on ne va pas faire de la data analytics avec la donnée couverte par un secret professionnel. Deuxièmement, il existe malgré tout des décisions, notamment de la CNIL, qui continuent de vouloir anonymiser les décisions de justice. Donc quand on cherche M. Dupont, M. Martin, on ne trouve pas. Et troisièmement, comme je vous le disais, on a quand même une profession de, en gros, 60-70 000 avocats, dont une immense majorité ne connaît même pas le terme data analytics. Bon, ça laisse de l'espace. Oui. Même question data analytics dans l'expertise comptable. Qu'est-ce que ça pourrait susciter comme mission, comme affaire? Oui, effectivement, je crois que pour l'instant, même à mon niveau, effectivement, c'est
C'est pas encore entré effectivement dans la culture. Je crois que ce sont des process nouveaux, ce sont des process tout neufs qui qu'aujourd'hui sont un peu compliqués à mettre en œuvre effectivement. Je crois même au sein des experts comptables a priori. Oui, oui, Brigitte. En fait, il ne s'agit pas de vendre ces données. Il s'agit de les utiliser. Donc on trouve maintenant dans certains profils de cabinet des data scientists. C'est-à-dire ils sont là pour mettre en exergue la valeur des données présentes dans le cabinet grâce aux missions et aux différents clients qu'ils ont. Donc on ne vend rien, on n'a pas besoin d'anonymiser, mais par contre cela permet vraiment de mettre en exergue une compétence et puis aussi de pouvoir déployer des missions parce que vous savez à ce moment-là quelles sont les données dont vous avez besoin et quels sont le champ des possibles sur des profils clients bien déterminés. Donc le data scientist, c'est un petit peu ce qu'on voit arriver, mais ce n'est pas pour le vendre, c'est interne au cabinet. Est-ce qu'en interne, non, je ne vais pas lancer l'avocat là-dessus, en termes de droit de confidentialité, je ne vous lance pas, on considère qu'en interne, ça reste travaillable. Enfin, ça ne sort pas du cabinet. Ça ne sort pas du cabinet. Je ne vous lance pas là-dessus. J'ai une ultime question concernant justement les deux professions. On a parlé tout à l'heure, notamment avec Claude, de marketplace. Les plateformes privatives, digitales des cabinets d'experts comptables seront ouvertes peu ou prou à d'autres métiers. Et évidemment, le premier auquel on pense, c'est pour ça aussi que je vous ai invité, c'est le métier le monde des juristes, hein, pour faire large. Ça existe déjà, cette connexion? C'est en cours, sachant qu'il y a un peu de concurrence sur certaines zones. En 2 minutes, voilà. Alors, en 2 minutes, historiquement, oui, avant 91, ça existait déjà très très bien. Ce qu'on appelle les Big Five à l'époque, y compris Arthur Andersen le faisait très bien. 91 crée la catégorie de juristes d'entreprise qui deviennent avocats. Donc là, on sépare. Arrive en 2003-2004, la loi sécurité financière, et puis la loi Macron de l'année dernière, il y a 2 ans d'ailleurs, exactement, a repermis l'interprofessionnalisation. Merci. Et donc, à la sauce digitale, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Alors, d'une part, de manière très structurelle, on a parfaitement le droit, avocat, huissier, notaire, expert comptable, d'être dans la même société, d'être actionnaire de la même boîte. Ça, c'est très clair au moins. On a le droit d'être sur la même plateforme. Voilà. On a le droit de partager des clients et des revenus. Aujourd'hui, voilà, c'est extrêmement ouvert. La seule contrainte, c'est de conserver chacun son code de déontologie, ses règles éthiques, comme on dit en anglais, et de s'astreindre à ça. On peut parfaitement se parler, communiquer, échanger des clients. Il faut juste qu'on essaie de respecter un minimum de secret au profit du client, toujours. Échanger des clients ou alors échanger des services au bénéfice des clients. C'est un peu ça l'idée. Un petit commentaire, très rapidement. Oui, alors nous, justement, on est souvent en concert avec le monde des avocats et on essaie de mettre en place, justement, moi avec un ami avocat, savoir comment on peut communiquer entre nos deux professions. Donc aujourd'hui, on est au stade expérimental, c'est-à-dire que ma plateforme, je l'ouvre vers justement, j'ouvre des documents de ma plateforme qui peut intéresser l'avocat et inversement, lui, pareil, de son côté, peut m'ouvrir. Mais c'est juste un échange de documents, d'accès en fait à l'information, plus que de plateformes communes des deux professions qui vont partager effectivement ces mêmes documents. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des règles au niveau du secret professionnel qui sont un peu compliquées à gérer au travers de la solution digitale. Mais l'intérêt est là, voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a un intérêt qui est intéressant pour tout le monde. Brigitte, un mot de conclusion. Eh bien, je crois qu'on peut dire que tous les outils digitaux sont là, de façon à ce que les cabinets fassent un choix stratégique. Que veulent-ils faire à court terme, à moyen terme, avec quels collaborateurs et dans quel monde? Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'un choix à faire pour les cabinets comptables, du cabinet digital d'aujourd'hui ou de demain. C'est eux qui choisissent. Il y a une dynamique qui est en route. Il y a une dynamique qui est en route. Ça bouge beaucoup. Ouais. Aujourd'hui... Oui, un petit mot. Je vous coupe. Allez. C'est pas bien. On a sorti un chiffre comme quoi il y avait 33% aujourd'hui des entreprises qui prenaient le virage digital c'est ça, la dynamique, en 2017. Voilà. Donc c'est énorme. Donc il reste les 67%. Oui, mais bon. À convaincre. Oui. Et Tartemol ou pas, le changement passera par l'humain. Ouais. Il faudra absolument que l'humain trouve sa place à l'intérieur, en réalité, de ce changement. Et là, l'expert comptable, il a tout à fait son rôle à jouer, puisqu'il va falloir qu'il fédère ses équipes pour que toutes les ressources humaines au sein du cabinet, c'est très important, soient les vecteurs, en réalité, de cette transition numérique. Qu'on soit en plateforme, qu'on soit en marketplace, il faudra que l'humain, que ce soit le côté client ou que ce soit le côté cabinet, soit vraiment au niveau et au cœur de toute la préoccupation. Voilà, je crois que ce sont des mots de sagesse, d'engagement. On va peut-être pas en rajouter. Enfin, moi, je vais en rajouter parce que j'ai quand même la 3e question à poser. La 3e question du quiz, si vous voulez gagner, il va falloir répondre aux 3 questions. Et la 3e question,
ne dites rien. Quel est le nom de notre invité surprise? Voilà, vous avez 3 choix. Le choix Luc Mathieu, le choix Stéphane Hainaut ou le choix Alexandre Dill. Voilà, il y a des lots à gagner, je vous l'ai dit. Ces lots, on peut peut-être remonter la planche de lots. Il y a des abonnements au e-learning Sage Club, il y a des box et puis il y a des cartes Amazon. C'est très sympa, vous allez pouvoir jouer encore quelques minutes, je crois, le temps que l'émission se termine. Voilà, je vous propose d'en finir là. J'espère que cette émission vous aura apporté de bonnes informations. Elle va rester, vous pourrez la regarder et la proposer à vos collaborateurs pendant encore 3 mois. Et puis, nous allons nous retrouver, nous bien sûr, dans une prochaine émission. Je remercie tous nos invités, surprise ou pas. Et merci Brigitte. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.